Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Champ de Vision, la chaîne TV de l'innovation. Séquence grand témoin avec bien entendu un invité en la personne de Bertrand Gomard. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes président délégué du CIPALIN. Avant de voir un petit peu bien sûr quelles sont les missions, en deux mots, le CIPALIN, si on essaye de le définir. Le CIPALIN, c'est l'interprofession du lin, de la filière lin au niveau de l'amont. Elle regroupe trois familles. Le tillage coopératif, le tillage privé et les producteurs de lin dont j'assure la présidence, la GPL. Vous êtes aussi bien sûr agriculteur en polyculture élevage en Seine-Maritime, près de Dieppe, hein, c'est ça? Exactement, près de la mer. Il faut aussi avoir les pieds sur le terrain, comme on dit. Hein. Ah, tout à fait, c'est l'essentiel. Quels sont les principaux sujets d'actualité institutionnelle aussi qui concernent le CIPALIN, qui vous intéresse pour guider un peu votre action auprès des adhérents? Alors, le sujet phare du moment, c'est le changement climatique. On en parle beaucoup. Et à ce titre, je suis missionné par le CIPALIN en tant que président délégué sur toute la partie institutionnelle et réglementaire. Oui. Et alors, en ce qui concerne le sujet du réchauffement climatique, en 2021, le président de la République et le ministre de l'Agriculture ont lancé le Varenne de l'eau et du changement climatique avec trois thématiques. Il y avait la thématique du risque, de la gestion des risques, qui s'est soldée par la réforme de l'assurance récolte. Une deuxième thématique concernait justement l'adaptation au changement climatique. Et la troisième, c'était la gestion de l'eau. Donc nous, au niveau du lin, au niveau du CIPALIN, nous étions dans la thématique numéro 2, celle de l'adaptation au changement climatique. Quelles solutions trouver pour s'adapter notamment par rapport au changement climatique? Alors, plusieurs solutions. La première qui est ressortie, c'est tout ce qui était sélection variétale et adaptation des variétés avec les nouvelles technologies. On a notamment les NBT, il y a une forte demande par rapport à celle-là. Travailler avec les semenciers notamment. Travailler avec les semenciers et notamment. Ensuite, il y a tout le progrès technique, l'adaptation. Donc c'est tout ce qu'on voit ici sur le salon de l'innovation aujourd'hui, tout le progrès technique pour s'adapter à ce changement climatique avec les couverts végétaux, les façons culturelles. Évidemment, c'est du travail sur du long terme. Hein. Alors, tout ça, c'est du travail sur du long terme. Aussi bien pour la sélection, on travaille à 5, 10, 15 ans. C'est ça. Et même l'innovation technologique en tant que telle, ce n'est pas en quelques mois que les machinistes et les nouvelles technos vont aussi apporter des solutions, qu'elles soient numériques ou matérielles. Exactement. Alors, justement, pour accompagner toutes ces entreprises, le gouvernement a missionné France Agrimer, qui est le bras armé du ministère de l'Agriculture, pour monter une cellule prospective dont j'ai la chance de faire partie. Il y a une vingtaine d'intervenants de la filière para-agricole et agricole. Et je suis quasiment le seul agriculteur qui siège à cette cellule prospective. Le but du jeu, c'est de déterminer les différents scénarios pour s'adapter justement au changement climatique à horizon 2045. Donc, voyez-vous, c'est vraiment du long terme. Et derrière cela, c'est de déterminer des recommandations, des orientations, de manière à ce que le gouvernement puisse accompagner financièrement les entreprises avec des subventions ciblées, on l'a dit tout à l'heure, sur la génétique, sur le progrès technique agricole, etc. Enfin, pas mal sur l'eau aussi, sur la disponibilité en eau, etc. Donc nous discutons, nous établissons des différents scénarios. Alors, on n'est qu'au début, on a 18 mois pour travailler, on a commencé il y a 2-3 mois seulement. Donc on est en train de déterminer les différents axes techniques par rapport à la technique, par rapport au marché et aussi évidemment par rapport à l'environnement. D'accord. Autre point également, je crois, important, qui concerne les discussions sur l'application de la loi Egalim. Oui. Alors, on rappelle que la loi Egalim, théoriquement, on va dire, c'est pas tellement pour le lin, et pourtant, si vous êtes concerné. Alors, on n'est pas vraiment concerné, mais la loi Egalim s'applique normalement à toutes les productions agricoles. On rappelle ce que c'est. Alors, je vais rappeler ce que c'est. La base, c'est une loi qui s'applique aux produits alimentaires vendus sur le sol français. À l'origine, c'est en fin de compte les négociations entre le producteur et la GMS. C'est pour ça qu'elle a été créée. Le lin
c'est pas une denrée alimentaire, vous le savez très très bien. A priori, voilà. Je l'ai sur moi. Vous avez une chemise en lin aujourd'hui? J'ai une chemise en lin. Ah, oui. parfait. Hier, on m'a dit, a priori, tu n'as pas le droit de revenir en journée 2 si tu n'as pas de chemise en lin. C'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et puis, donc c'est un produit non alimentaire et c'est un produit qui est majoritairement à 99,5% exporté hors de France. Et pourtant, vous êtes embêté, entre guillemets, par la loi Egalim. Oui, parce que c'est une obligation. C'est une obligation. L'agriculteur doit proposer un contrat à son premier transformateur, premier acheteur. Donc nous avons demandé une dérogation par rapport à cela. Néanmoins, en tant que producteur, nous souhaitons que le contrat existe. Il existe aujourd'hui, le contrat écrit existe, mais qu'il soit renforcé par des indicateurs, mais pas des indicateurs qui vont déterminer le prix, puisque évidemment quand on sème du lin ou même quand on le récolte, on est incapable et personne ne connaît le prix auquel il sera vendu 12, 10 mois plus tard. Le lin répond à une loi du marché de l'offre et de la demande, point. Il se vend de gré à gré, il n'y a pas de cotation, donc on ne peut pas déterminer le prix. Par contre, mais alors, il y a d'autres agriculteurs qui pourraient vous faire la même remarque, finalement, aussi, quelque part. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Je sème mon blé maintenant, je vais le vendre dans plusieurs mois, le temps qu'il pousse, il y a des montées, il y a des descentes, finalement. Oui, mais il y a un marché à Chicago qui permet de se positionner. Il y a un marché à terme. C'est pas le cas pour le lin. C'est pas le cas pour le lin. Voilà. C'est uniquement du gré à gré. Donc on ne peut pas déterminer le prix. Quand bien même on a les coûts de production, on a le prix de marché spot, on le connaît, et encore avec toutes les gammes de... Mais vous aimeriez quand même donc un contrat qui précise. Le contrat aujourd'hui il existe, on doit travailler dessus encore, l'améliorer avec l'ETH, avec la GPL, et pour justement indiquer dans ce contrat des références sur lesquelles pourraient se porter les agriculteurs au moment où ils vendent leur lin au tailleur. Dire le prix de marché aujourd'hui c'est ça, j'ai telle qualité, donc donner l'accès plus facilement aux producteurs via le contrat à ces données-là pour qu'ils puissent discuter. Alors ça se passe bien, dans 99% des cas ça se passe très très bien, mais nous souhaitons que l'agriculteur ait l'information pour qu'il puisse discuter avec son tailleur. C'est quoi? C'est lui donner plus d'arguments quelque part, plus d'éléments de discussion pour appuyer. Plus de connaissances. L'argument, il n'y a pas une confrontation. C'est pas des arguments positifs. Hein, des arguments positifs. Pour dire j'ai un produit de qualité par exemple. Exactement. Il vaut son prix. Il vaut peut-être plus cher que. En fait, ce que nous souhaitons, c'est que l'agriculteur ait la connaissance de son produit, la connaissance du marché, pour qu'il valorise au mieux sa production. Ok. C'est une connaissance. Un mot sur ce qu'on appelle les relations institutionnelles. Alors c'est vrai que ça échappe parfois aux professionnels, hein, celui qui est sur le terrain. Très loin, les relations institutionnelles, alors c'est quoi? C'est les politiques, c'est l'administration, c'est les députés, c'est ça, quoi exactement? C'est tout le microcosme politique qui gravite autour de nous, donc tous les élus politiques. Et qui impacte finalement l'ensemble de la filière lin au bout du compte, on est bien d'accord, hein? Oui, bien sûr, parce qu'on a besoin de politique agricole, donc on doit être présent. Le lin, c'est rien par rapport. Le lin, c'est 120 000, 130 000 hectares en France. Il y a 4 millions et demi d'hectares de blé. C'est important pour ceux qui travaillent dedans, mais c'est tout petit donc on est rien. Dans le monde agricole. On a besoin de se faire connaître auprès du ministère, auprès de la DGPE, auprès de Bruxelles. Nous avons une place de titulaire à Bruxelles, à la Commission européenne. Il faut le dire, ça. Donc ils sont là pour nous écouter. On peut avoir des soucis par rapport aux pollinisateurs. Ça, ce sont des choses qui peuvent remonter jusqu'à Bruxelles. Le lin est classé mellifère. Il n'y a pas d'abeilles dans le lin, mais enfin, c'est comme ça. Il n'y a pas de miel dans le lin. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il est important d'être dans ces institutions, Bruxelles par exemple, dont on critique bien souvent effectivement le fonctionnement, l'utilité, etc. Mais c'est important pour la filière lin d'être représentée dans ces institutions. Pourquoi? Pour exprimer pour exprimer des directions à donner, pour exprimer des exceptions peut-être à envisager. Par exemple, le lin est une plante naturelle, une plante écologique. Aujourd'hui, le lin a permis aux agriculteurs de bénéficier de 2 points supplémentaires dans les éco-régimes de la PAC. Les agriculteurs qui vont m'entendre vont très bien comprendre. Donc, grâce à notre présence à Bruxelles, nous pouvons dire, voilà, le lin a telle et telle et telle qualité, donc il peut rentrer dans l'économie verte de Bruxelles. Il y a un savoir-faire et des qualités
il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir, exactement. Ça, c'est important. Et il y a un autre point aussi très important au niveau de Bruxelles, c'est la promotion du lin. Nous pouvons promouvoir notre lin. Il y a des programmes de promotion qui sont aidés par Bruxelles pour faire la promotion au niveau de l'Europe et aussi au niveau hors Europe. Et là, Bruxelles peut nous aider. Et on doit déposer des dossiers et on est aidé. Bruxelles est une formidable machine. Après, l'agriculture a son mot à dire, mais il y a aussi toutes les ONG écologistes, allez, certains sont un peu dogmatiques, et là on doit un petit peu faire sa place. C'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'idée là. Par exemple, nous avons les défenseurs des abeilles, les défenseurs des oiseaux, les défenseurs de tout ce que vous voulez, qui sont aussi autour de la table. On appelle ça des groupes de dialogue civil. Donc l'agriculture a sa place, mais toute la société civile a aussi sa place. Elle a aussi son mot à dire et est aussi écoutée. Et vous comprenez qu'elle est plus nombreuse que nous, cette société. Justement, ces ONG, ces différentes représentations, on va dire, sont effectivement aussi très puissantes, ont une puissance médiatique. Ils ont une puissance médiatique. Ils ont bien compris l'usage des réseaux sociaux, par exemple, mais pas que, et une capacité de dire des choses et d'être amplifiés. Oui, il y a un effet loupe. Voilà, on le constate. Après, on peut dire... c'est excessif, il y a de la raison dedans, peut-être que... Mais en tout cas, il faut faire face à ça et être en capacité de discuter. Peut-être pas forcément de répondre pour répondre en disant « ils ont tort, on est meilleur, on a raison ». Nous discutons en parlant vrai. Et dire les choses, ce n'est pas suffisant, il faut les prouver. Expliquer, et on s'attelle, avec la CELC, on s'attelle à prouver les choses. À prouver que le lin est écologique, que le lin est hypoallergénique. On prouve ses qualités. Et en prouvant ses qualités, on passe, en fin de compte. Vous avez finalement aussi des atouts, des avantages. Hein. C'est un végétal, il présente des qualités, comme vous dites. Donc ça, ce sont des choses aussi qu'il faut savoir cultiver quelque part pour porter encore plus l'image positive du lin. Oui, complètement. Le lin coche toutes les cases aujourd'hui de la durabilité, ce mot qui est quelquefois galvaudé, mais qui est tellement important aujourd'hui. Il y a 10 ans, quand on parlait de développement durable à un agriculteur, il dit « ouais, tu nous embêtes avec ça ». Aujourd'hui, c'est essentiel de penser à ce développement durable. Saint-Exupéry disait « c'est un porte-étendard quelque part que le cipalin doit porter aussi ». On est d'accord, hein. On porte ces valeurs-là. Voilà. Nous portons ces valeurs-là au terme de l'agriculture. Et le lin reste un atout au-delà de la filière lin, mais pour l'agriculture, pour les agriculteurs qui cultivent du lin, c'est un atout dans l'exploitation, indéniablement. Bertrand Gomard, merci d'être venu nous parler du cipalin et des actions que vous menez pour continuer à défendre, à propager tout ce qu'il y a de positif aussi autour du lin, même si c'est d'abord, bien sûr, quelque chose d'économique et une activité en tant que telle qui compte beaucoup pour beaucoup de personnes. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.